soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h33, dans cette actualité à la fois chargée et anxiogène, marquée par les attentats islamistes, on vient d'en parler dans le journal, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de parler philosophie avec Raphaël Enthoven, écrivain, journaliste agrégé de philo. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Merci d'être en direct d'Europe 1 Soir. On a beaucoup lu, beaucoup entendu ces derniers jours cette phrase « je n'ai pas de mots ». Oui, Qu'est-ce que vrai. ça veut dire, je n'ai pas de mots? C'est important. On est dans l'indicible. Oui, on est dans l'indicible, on est dans l'innommable, littéralement. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas nommer et ce qu'il faut pourtant décrire et rappeler et d'une certaine manière montrer autant que possible. C'est tout le paradoxe. Ce qui s'est passé dans les kibboutz qui étaient au bord de la frontière avec Gaza, ce qui s'est passé et passe les mots, dépasse les mots et dépasse surtout les explications qu'on veut lui trouver. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait de ne pas vouloir nommer, c'est que derrière l'impossibilité de nommer la chose, il y a le refus d'expliquer la chose. C'est-à-dire que, quelles que soient les décisions politiques qu'on désapprouve, que je suis le premier à désapprouver du gouvernement israélien, aucune d'elles ne justifie qu'on enlève un enfant après avoir tué sa mère. C'est ce décalage-là que l'innommable permet de maintenir. C'est très important de le maintenir. C'est pas un déni de la compréhension, c'est pas un refus de l'explication. C'est juste d'observer que quand on veut expliquer une horreur pareille, c'est qu'on veut d'abord en dissoudre la gravité au lieu de la regarder en face. Albert Camus, que vous connaissez bien, disait « mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Non, c'est ajouter au malheur du monde. Ajouter au malheur du monde, pardon. Il y a aussi ceux qui n'emploient pas les bons mots. Jean-Luc Mélenchon qui refuse de qualifier le Hamas de terroriste. Aujourd'hui, Daniel Obono qui parle de mouvement de résistance. Oui, on est alors au-delà de l'obscénité qu'il y a ou du cynisme électoraliste qui consiste à flatter ce qu'on imagine être sa clientèle ou les opinions de sa clientèle. Il y a le point commun à ces déclarations, c'est d'inscrire ce qui s'est passé dans le cadre d'une explication. Ce sont des crimes de guerre qu'on pourra opposer à d'autres crimes de guerre comme deux belligérants. C'est mettre sur le même plan une organisation terroriste qui enlève et qui décapite des enfants et une armée régulière dont les bombardements ciblés tombent parfois sur des boucliers humains. Donc ça n'est pas le même geste. Il n'y a pas de différence à faire entre les victimes, mais il y a une grosse différence à faire entre ceux qui les tuent. Et cette différence est essentielle à maintenir. Le Hamas est une organisation terroriste. Il ne s'agit pas de belligérants qu'on peut mettre sur le même plan. Il y a d'un côté une organisation terroriste qui a pris en otage 2 millions de personnes et qui leur impose un régime totalitaire, et de l'autre côté une armée qui obéit à des ordres et qui prévient les habitants avant de bombarder, enfin jusqu'à nouvel ordre en tout cas. Ça n'est pas du même ordre, ça n'est pas du même registre. Donc ce qui est important, c'est, je veux dire, on peut s'indigner du fait que Daniel Obono ose parler de résistance à propos d'un crime contre l'humanité, à propos d'un pogrom, qu'elle ose employer le mot de résistance. On peut s'indigner à l'infini de cela. Certains résistants doivent se retourner dans leur tombe. Ça, si on se penche sur la tombe des résistants, comme dirait Philippe Val, on y entendra un bruit de ventilateur. Effectivement, oui, c'est comme ça. Mais on peut s'indigner à l'infini. On peut aussi observer ce que cela signifie. L'entreprise de dédramatisation ou de démystification qui est à l'œuvre ici, c'est une volonté de penser que l'adversité qui nous est opposée est moins grave qu'on ne croit. Il y a aussi, dans la célèbre université américaine d'Harvard, une trentaine d'organisations étudiantes qui viennent de signer un texte disant que le régime israélien était entièrement responsable de la violence et que l'attaque du Hamas n'était pas venue du néant. Oui, c'est très intéressant cet argument. Vous savez, c'est l'argument, on le retrouve en France tout le temps dès qu'il y a un mouvement social, dès qu'il y a par exemple un gilet jaune qui veut casser l'Arc de Triomphe ou quand il y a un anti-vax qui veut lyncher un pharmacien, on explique que cette violence-là prouve la violence qu'on a subie. C'est-à-dire que c'est une arnaque du discours qui consiste à faire passer la violence qu'on inflige comme la conséquence de la violence qu'on a subie. Avec un tel raisonnement, évidemment,
plus on est violent, plus cela signifie qu'on est victime. Et c'était tout l'enjeu de ce raisonnement. C'est-à-dire, au moment des antivax, Yvan Rioufol, pour ne pas le nommer, disait « le véritable pyromane est à l'Élysée », alors que les mecs venaient de lyncher un pharmacien. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire considérer que la violence de l'État israélien, qu'il ne faut pas nier, qu'il faut examiner, qu'il faut analyser, il faut prendre la mesure de ce que signifie l'alliance sur laquelle repose le dernier gouvernement Netanyahou en date. Ce que c'est l'enfer. Mais c'est un enfer qui n'est pas comparable et qui en aucun cas ne justifie l'enfer qui a déferlé la peste, qui a déferlé sur Israël. J'insiste là-dessus. Il y a quelque chose ici qu'il faut maintenir dans l'inexplicable. Sinon, on en perd la barbarie. Est-ce qu'il faut essayer d'expliquer l'inexplicable ? Bien sûr. Bien sûr qu'il faut tout expliquer. C'est comme le 11 septembre. Il y a des enjeux géopolitiques qui président à un attentat comme celui-là. Mais dire au moment de l'attentat, les États-Unis ne l'ont pas volé, c'est indexer les effets d'une... C'est faire comme si l'abominable était la conséquence d'une politique. Alors, expliquer les choses, oui, mais face à une barbarie qui se présente comme une conséquence, il faut dénier à cette barbarie le statut de conséquence. Les gens qui font des attentats à Paris ne le font pas à cause des soi-disant bombardements. C'est comme les attentats de Barcelone, il n'y a pas eu de bombardement catalan. Il n'y a pas le geste criminel, un geste criminel de cette ampleur, un génocide, c'est ça qui a eu lieu, un pogrom. C'est ça qui s'est passé. Ce geste-là, on ne peut pas, on ne doit pas le présenter comme la conséquence de quoi que ce soit, parce qu'on sort de la possibilité même du dialogue à cet instant-là. Comme certains ont pu, à l'époque des attentats de Paris, dire les frères Kouachi ont une enfance difficile. Alors ça, c'est encore autre chose, oui, Mohamed parce que Merah c'est encore autre chose. Quand on dit, qu'est-ce qui se passe quand on dit, voilà, les terroristes ont eu une enfance difficile. On fait comme si les turpitudes de son enfance, les malheurs de son enfance, étaient responsables du geste qu'il a commis. Mais dans la vie, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait. On ne peut pas dissoudre la responsabilité dans le calcul infini des causes et des conséquences qui ont organisé nos enfances respectives. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne marche pas. Sinon, à ce compte-là, on peut dissoudre n'importe quel geste en expliquant qu'il est une conséquence avant d'être une cause. Donc non. Non, bien sûr que non. Le fait de dire que les frères Kouachi ont eu une enfance misérable est non pertinent dans la compréhension de ce qui s'est passé et de ce qui continue d'arriver. Raphaël Enthoven, vous employez un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, le mot de barbarie. Oui. À quel moment la barbarie prend un visage humain ? Mais la barbarie a toujours un visage humain. C'est de là le génie de ce titre, d'ailleurs. La barbarie a toujours... De Bernard-Henri Lévy. Oui, bien sûr. La barbarie a toujours un visage humain. C'est la grande trouvaille d'Hannah Arendt quand elle décrit Eichmann. Quand Hannah Arendt décrit Eichmann, elle montre une chose fondamentale, c'est qu'on peut être un barbare. Alors, ça n'est pas une négation, une dénégation du mal, comme on a voulu le lui reprocher. Elle montre que le barbare a le visage de l'homme ordinaire. La banalité du mal. A le visage de l'homme ordinaire, a le visage du petit fonctionnaire, du petit gris, qui dit qu'il obéit aux ordres et qui peut-être le pense quand il le dit, etc., etc. Mais la barbarie, c'est cela aussi. Alors, ce qui est beau, c'est d'opposer à cette barbarie ordinaire l'héroïsme ordinaire, par exemple, des personnages de Camus. Puisqu'on en parlait, dans La Peste, les héros qui luttent contre la peste, que ce soit la maladie ou que ce soit la peste brune, on peut le lire comme on veut, mais les héros qui luttent contre la peste sont des gens ordinaires. Sont des gens ordinaires, sont les petites gens, sont des gens qui, comme vous et moi, font ce qu'ils peuvent dans le temps dont ils disposent. Raphaël Enthoven, on va s'interrompre quelques minutes, le temps d'une pause, mais surtout vous restez à mes côtés. On va continuer à parler philosophie, barbarie et de bien d'autres choses. Restez avec nous jusqu'à 20h. À tout de suite. 19h43 sur Europe 1. Merci de passer la soirée avec nous. J'en profite pour vous donner rendez-vous demain à 7h10 pour l'entretien de Dimitri Pavlenko. Chaque jour, il accueille des politiques, des experts, des artistes ou des auteurs pour éclairer l'actualité. Demain, ce sera Frédéric Dabi, le directeur général opinion de l'IFOP. Et nous, dans un instant, on se retrouve pour parler philosophie avec Raphaël Enthoven. Business Affaires.
Les entreprises représentent une part importante des émissions de CO2 en France. Dans le contexte économique actuel, comment agir pour le climat? Eh bien, je reçois Julien Aragon, responsable service B2B chez EDF. Dites-moi, pour une entreprise, réduire ses émissions de CO2, c'est long et coûteux, non? Eh bien non, pas tout le temps. Par exemple, pour un de nos clients dans l'agroalimentaire, le groupe EDF a mené un projet global qui a permis de réduire rapidement ses émissions de CO2 de 60% et sa facture d'énergie de 25%. Vous voyez, là, on a lié objectifs climatiques et économiques. Très bien. Et comment EDF a accompagné cette entreprise? Eh bien, dans ce cas précis, il y avait de la chaleur produite sur le site, mais pas valorisée. Et avec une des filiales du groupe, on l'a récupérée et utilisée à la place du gaz naturel. D'accord. Au final, pour ce client, c'est une facture d'énergie allégée et l'économie chaque semaine de l'équivalent en CO2 d'un aller-retour Paris-New York. Ah oui, effectivement. Merci Julien. Business à faire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Retaper la maison de famille une fois à la retraite? Oui, ça arrive. Devenir papy de 3, 4, 5 petits-enfants? Oui, ça arrive. Bon va falloir agrandir. Oui, ça aussi ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zélani. Et nous sommes toujours avec Raphaël Enthoven. On parlait de barbarie juste avant la pause. La barbarie, est-ce que c'est le moment où on perd l'empathie pour l'autre, où finalement on éprouve le besoin de faire du mal, de lui faire le plus de mal possible, de l'humilier, et sa réaction nous est totalement étrangère? La barbarie procède de la déshumanisation de l'autre. On a besoin de tenir l'autre pour un animal, ou on a besoin de tenir l'autre pour de le sortir du régime de l'humanité, pour d'une certaine manière non seulement disculper celui qui commet la barbarie, mais peut-être même le dédouaner, voire lui attribuer une médaille. Donc oui, la barbarie procède de la déshumanisation de l'autre, mais surtout la barbarie procède du sentiment que la violence n'est pas une limite. La grande thèse de Camus sur la violence, c'est que l'homme révolté, par exemple, eh bien, c'est celui dont la violence s'arrête à la souffrance des enfants. C'est le révolutionnaire qui refuse de jeter une grenade dans une calèche parce qu'il voit les enfants dans la calèche. Une scène qu'on retrouve dans Scarface. Bon, c'est comme ça. Mais donc l'homme révolté, selon Camus, c'est celui qui est capable de poser une limite à la violence qui est la sienne parce que c'est par amour qu'il se révolte. La barbarie commence à l'instant où l'on ne pose pas cette limite. La barbarie commence à l'instant où il ne nous paraît pas nécessaire, où la fin justifiant les moyens, on ne voit pas d'inconvénient à tuer les enfants si cela nous fait parvenir à nos fins. La barbarie commence là, c'est-à-dire au moment où l'on récule cette limite, où on balaye cette limite au nom du soleil de la Révolution, du soleil de la gloire. Sartre lui-même, dans sa préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, valide la barbarie quand en 1961, il explique qu'il faut, dans ce premier temps de la colonisation, de la décolonisation, je le cite de mémoire, il faut tuer et on a sous nos pieds un homme libre et un homme mort. Quand il dit ça, il valide, il lève le tabou de la violence et il apporte une caution morale et une caution intellectuelle à l'exercice de la barbarie. Non, la barbarie, elle est là. Elle est vous pouvez être un révolutionnaire et vouloir tuer le tsar. Vous n'êtes pas un barbare pour autant. Si en revanche, pour tuer le tsar, vous devez en passer par le meurtre de ses enfants, alors là, oui, vous passez de l'autre côté, si j'ose dire. Et là, des enfants, des bébés ont été décapités. Non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il est si monstrueux de parler du Hamas comme d'un groupe de résistants ou je ne sais quoi. C'est pour ça que c'est si monstrueux, parce que c'est précisément ce qui fait la résistance, l'essence même de la résistance, c'est précisément de ne pas être comme l'ennemi, de ne pas faire ce que fait l'ennemi, de ne pas s'en prendre aux enfants, de ne pas faire cela, et de ne pas aller délibérément dans les rues de l'ennemi pour l'assassiner au hasard des rues. C'est précisément cela qui nous sépare de la barbarie. Et l'envie d'instaurer une équivalence entre ce qui se passe à Gaza en ce moment et ce qui s'est passé en Israël pendant 2 jours, cette barbarie invraisemblable, est pour cette raison-là, extraordinairement dangereuse. Je voudrais vous soumettre un échange que j'ai eu avec Marek Alter, qui était ici vendredi. Je lui parlais de la barbarie aussi. Et il me disait, mais en fait, on est tous les fils d'Adam et Ève. Et Caïn a assassiné Abel. Et finalement, la violence, elle était
peut-être la barbarie, alors dans le sens où vous l'avez dit, non, pas tout à fait quand même, mais cette violence, c'est comme si elle était en nous tous de manière originelle. Oui, bien sûr, la peste est en chacun de nous. La peste est Après, en chacun de chacun nous. en Oui, bien fait. sûr. La peste est en chacun de nous. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, on est responsable de ce qu'on en fait. La peste est en chacun de nous, bien sûr. La tentation de la violence, non seulement est en chacun de nous, mais elle est en chaque époque. C'est la raison pour laquelle l'humanité ne fait pas de progrès moral. Nous faisons du progrès technique considérable, n'est-ce pas ? On est passé de, je ne sais pas moi, des compas à l'intelligence artificielle. On fait des progrès techniques, mais on ne fait pas de progrès moral. Si on avait fait des progrès moraux, le XXe siècle n'eût pas été celui des génocides et on n'aurait pas assisté à un pogrom il y a quelques jours. Donc on ne fait pas de progrès moral. C'est aussi la raison pour laquelle il faut toujours repenser, reposer les mêmes questions morales, les mêmes questions de rapport entre la morale et la politique, entre ce qui est explicable et ce qui peut à peine se comprendre, entre ce qu'on doit expliquer et ce qu'on doit au contraire maintenir dans l'innommable. C'est pour ça que ces questions sont si importantes, parce qu'elles sont toujours à reprendre. L'humanité ne progresse pas. Est-ce que la guerre peut être morale ? Elle se donne souvent l'alibi de la morale, précisément, pour exterminer. Elle se donne l'alibi de la morale. Une guerre de conquête se donne l'alibi de la morale. Se donne en général l'alibi de la protection de ceux qui sont soi-disant victimes. C'était l'alibi qu'Hitler se donnait pour aller envahir les Sudètes. Ça a été l'alibi de Poutine. Non, la guerre peut se donner des alibis moraux. Et puis, il peut exister des guerres justes. Il existe des guerres justes. Quand Camus écrit à son ami allemand, dans les lettres à un ami allemand, il lui explique que, bien sûr qu'ils vont gagner. Ils vont gagner, eux, les résistants, parce qu'ils sont du bon côté. Et que de ce point de vue, il n'y a pas de doute sur la victoire. Mais en revanche, la victoire elle-même serait une défaite si pour gagner, on employait les moyens de l'adversaire. Tout l'enjeu, ça n'est pas simplement de l'emporter, c'est de l'emporter sans devenir l'adversaire qu'on a vaincu. Et c'est en cela qu'il faut maintenir justement une exigence morale qui distingue les belligérants dans un champ de bataille. Il y a un autre point aussi sur lequel je voulais qu'on échange. J'ai pas de réponse, mais je trouve que c'est une vraie question. Quelle attitude avoir face aux images, face aux photos absolument atroces qui existent et que le Hamas, en partie, a voulu qu'on diffuse. Est-ce qu'il faut absolument montrer pour convaincre ? Je ne sais pas. J'en sais rien. C'est terrible cette question. Je ne sais pas. C'est une question terrible. C'est la même question, c'est le même débat que le débat que nous avons, qu'il est très important d'avoir au moment de Shoah, par exemple, où Lanzmann montrait sans montrer. Et c'était le génie de ce film, c'était de montrer une campagne verdoyante, tout en racontant ce qui s'y était passé. Et dans le même, et quelques années plus tard, ce film magnifique, Le Fils de Saul, qui, au contraire, rentre dans le quotidien d'un camp de la mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que montrer ces images peut avoir la vertu de présenter l'innommable et de montrer qu'il n'y a pas de rapport de commensurabilité entre ce qui s'est passé à ce moment-là et les explications qu'on veut lui trouver. Donc ça peut avoir une vertu, mais c'est aussi faire le jeu de ceux qui veulent justement faire peur. Je ne sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Et je veux ne pas répondre à cette question. Quoi qu'on décide, il faut être mal à l'aise avec la décision qu'on prend. Dans ces cas-là. Soit on décide de montrer ces images et on doit être mal à l'aise avec cette décision, soit on dispose des images et on ne les montre pas, et d'une certaine manière, il faut être mal à l'aise aussi. Je crois que l'essentiel, c'est de rester mal à l'aise. Et peut-être dans une certaine mesure, les montrer ne permettra de convaincre que ceux qui sont déjà convaincus, parce qu'on a entendu que même face aux images les plus terribles, certains continuent à les contester. Bien sûr, non mais ça, et puis surtout, ça n'est pas simplement le calcul des conséquences qui doit nous indiquer s'il faut montrer ou non ces images, c'est aussi des questions de principe, et ça... Par rapport à... Là, je reviens en France à ce qui s'est passé vendredi, à la mort d'un enseignant, oui. Tué par un jeune islamiste de 20 ans, oui. Très jeune, qui détestait la France, qui détestait les Français et qui cherchait un prof d'histoire. Oui, il cherchait un prof d'histoire comme Samuel Paty. Ça fait 3 ans qu'on tremble, qu'on claque des genoux et qu'on a peur. Ça fait 3 ans qu'on a peur. C'est pour ça que si peu d'établissements français portent le nom de Samuel Paty. Peut-être les choses vont-elles s'arranger de ce point de vue. On peut croiser les doigts pour ça. Ça fait 3 ans qu'on a peur. Ça fait 3 ans que des groupes politiques freinent des 4 fers en invoquant des questions procédurales quand il s'agit de nommer un parc, de donner à un parc le nom de Samuel Paty. Ça fait 3 ans qu'on tremble. Ça fait 3 ans qu'on ne veut pas penser qu'on est en guerre ou qu'on veut penser qu'on n'y est pas et que par conséquent rien ne se passe et que
le terrain demeure propice à ce genre d'exaction. Moi, je me réjouis tous les jours de la fermeté dont fait preuve notre nouveau ministre de l'Éducation. Je me réjouis du fait que les 179 élèves qui ont choisi de souiller l'hommage à Samuel Paty soient punis comme ils le seront. Je me réjouis parce que cette fermeté-là est la condition de la liberté collective et ça me paraît fondamental. Je vous remercie beaucoup, Raphaël Enthoven, de cet éclairage salutaire. J'ajoute qu'en ce moment, vous êtes à la Scène Libre à Paris pour un tête-à-tête avec Albert Camus. Oui, c'est vrai. On parle de Camus avec autant d'amour que possible. Et surtout, en travaillant sur ce texte et en le présentant, on s'est aperçu que ce qu'on savait déjà, que Camus est un viatique pour le présent extraordinaire. Merci, Raphaël Enthoven. Et Merci. c'est d'ailleurs jusqu'au 12 novembre, je le précise.